Et poursuivons cette discussion de marché sur le thème américain avec Éric Lafrenière qui est à mes côtés en plateau, gérant actions américaines chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour. Bon, il y a plein d'angles d'entrée possibles pour évoquer la situation américaine. Je veux qu'on parle des taux, évidemment, parce que c'est vrai que le mouvement de taux qu'on a vu en fin de semaine dernière, qui s'est calmé depuis, je le rappelle, a quand même marqué les esprits. On avait l'idée d'un lower for longer pour les taux contrôlés par les banques centrales. Cette idée-là semble être un peu écornée aujourd'hui. Et ma question, c'est, on est dans un scénario jusqu'à présent de normalisation graduelle, en douceur de l'économie et des taux d'intérêt. Qu'est-ce qui peut nous faire basculer dans un scénario alternatif d'emballement? Est-ce que c'est un scénario de risque là qu'il faut aujourd'hui prendre en considération, Éric? Donc déjà, nous, on avait déjà anticipé cette hausse des taux. On avait connu au mois d'août un point bas autour des 0,6. On a clôturé l'année autour des 0,9. Ce qui nous avait fait progressivement dans nos allocations augmenter le poids des financières, parce qu'on voyait bien cette pontification de la courbe qui est favorable aux financières. Et deuxièmement, comme l'arrivée du vaccin au mois d'octobre était un élément positif pour la réouverture de l'économie, on voit aussi des reprises de provisions côté financière. Donc le niveau de taux en soi, pour moi, n'est pas aujourd'hui vraiment le problème. La problématique est la vitesse à laquelle la progression a été depuis la fin de l'année, donc de 0,9 à 1,61, je crois, la semaine dernière. Et c'est ça qui est plutôt le risque. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que cette accélération la semaine dernière, elle a été faite alors qu'on a pu voir des baisses des anticipations d'inflation aux États-Unis. Donc elle est plutôt due à des raisons saines. Ça veut dire qu'on anticipe une très forte croissance économique aux États-Unis. Et ce qu'il faut regarder, je pense avant tout, c'est plutôt la progression des taux réels. Oui. Et donc on l'avait vu en 2013, on en parlait tout à l'heure, on a eu les taux réels qui étaient négatifs, qui étaient passés de façon positive, progressivement, et qui avaient entraîné une forte progression des marchés actions, je crois de l'ordre d'environ 28% sur le S&P, et surtout une forte surperformance des valeurs cycliques pendant cette phase. Le bémol ou la différence par rapport à maintenant, c'est que les niveaux de valorisation en 2013 étaient largement inférieurs à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc bien entendu, il faut surveiller les taux. On l'a vu, on en parlait également tout à l'heure, la Fed est plutôt très assez communicative sur le fait qu'elle pourrait tolérer un passage au-dessus des 2% de façon temporaire. Sur l'inflation? Sur l'inflation, tout à fait. Donc, qu'elle serait prête à tolérer. Donc, si on avait une accélération de l'inflation, on pourrait dépasser les 2% et toujours maintenir ces mesures accommodantes. Donc, elle a été claire dans ce discours. Donc, je pense qu'elle va continuer de l'être. Donc, ça devrait quelque part rassurer les marchés. Ce qu'on a besoin aujourd'hui pour que les marchés continuent de progresser, c'est une consolidation un petit peu sur les niveaux actuels, un niveau 1,30, 1,50, que les taux se stabilisent un peu, effectivement. Oui. Mais vous dites, c'est pas une hausse de taux qui est contre-productive ou qui est de nature à menacer structurellement la performance du marché action. Il y a même plutôt une corrélation positive entre les taux, la remontée des taux et les performances du marché action, notamment sur la partie cyclique, value. Si les taux ne s'accélèrent pas trop rapidement, si on y va progressivement, c'est ça qui est important et aussi c'est le message de la Fed. On en parlait également tout à l'heure. En 2018, on était sur un scénario où la Fed communiquait très clairement sur un durcissement de la politique monétaire. Il faut rappeler, mais juste parce que 2013-2018, ce sont les dernières grandes séquences où la Fed a tenté ou réussi en partie à réduire sa dose d'assouplissement monétaire. Donc 2013, c'était on va réduire les achats d'actifs. 2018, on essayait d'enclencher un cycle de hausse de taux, alors qui a été un peu avorté. Il y en a eu 2 ou 3, je crois, peut-être en 2018. Mais à chaque fois, ce sont des séquences de durcissement ou de volonté de durcissement de la politique monétaire. C'est pour ça que ce sont des séquences qui sont intéressantes. Et effectivement, et tout le monde attendait une hausse des taux en décembre, et celle-ci ne s'est pas matérialisée, et le marché a paniqué, parce que justement la Fed a changé son discours de façon un peu inattendue. Donc là, il ne faudrait pas qu'on arrive dans ce scénario-là aujourd'hui. On communique sur vraiment une tolérance d'accélération de l'inflation de façon temporaire, et il ne faudrait pas qu'on ait une surprise de ce côté-là, mais ce n'est pas notre scénario aujourd'hui. Non, mais c'est quand même terrible. C'est-à-dire que pour la Banque centrale et pour Powell, le risque est des deux côtés. C'est-à-dire se montrer trop laxiste trop longtemps encore, c'est peut-être occulter tout le phénomène de reprise quand même qui va se matérialiser. Et
Et laisser faire ce mouvement de taux, c'est aussi peut-être prendre le risque de libérer des anticipations dans le marché qui pourraient à un moment être négatives aussi. C'est le risque est des deux côtés. Ouais, tout à fait. Non, c'est sûr. Et par contre, ce qu'il faut aussi garder, donc on parle beaucoup du plan de 1 900 milliards qui doit être adopté par le Sénat, renvoyé en Chambre et ensuite validé par M. Biden. Mais ce sont quand même des effets temporaires. Ça va durer quelques semestres, mais ce n'est pas durablement que ça va avoir un impact sur la croissance américaine. Ensuite, bien entendu, notre collègue en parlait tout à l'heure, sur un plan d'infrastructure, ça sera le prochain élément je pense, de relance aux États-Unis. C'est important pour créer de l'emploi et redynamiser les routes, les aéroports, les infrastructures au sens large. On n'a pas eu de grands plans depuis Eisenhower aux États-Unis. Donc c'est important de continuer et de passer ensuite à cet élément. Et vous dites, parce qu'on n'a pas eu de grand plan d'infrastructure depuis Eisenhower et que tous les derniers présidents en ont parlé sans jamais l'avoir fait, est-ce que ça nous dit qu'il y a plus de chances que ce plan soit fait aujourd'hui sous le mandat Biden, ou est-ce qu'au contraire, c'est une histoire qui pourrait se répéter à nouveau avec l'administration en place aujourd'hui ? Les conditions sont un peu idéales aujourd'hui pour procéder à ce plan. Et ensuite, il y a vraiment, pour pouvoir retourner au plein emploi, il va falloir avoir ce type de mesures. Là, les mesures que l'on met en place aujourd'hui, c'est pour permettre aux consommateurs américains de tenir jusqu'à l'ouverture. Ouais. Une fois qu'on va réouvrir l'économie, pour redémarrer la croissance et réduire le chômage, il va falloir un plan vraiment de dépenses domestiques aux États-Unis. Une fois qu'on a dit ça, Eric, tout le monde était baissier dollar en début d'année. J'entendais même, alors on parlait de super cycle de matières premières, j'entendais même super cycle de baisse du dollar, dédollarisation du monde. Bon, force est de constater qu'à ce stade, le dollar n'a pas tant baissé que ça, contre l'euro et contre un certain nombre de devises également. Depuis le début de l'année, contre l'euro, on doit être en hausse d'environ 1,60 sur le dollar. Le débat est vraiment ouvert et on sait que les marchés actions sont difficiles à prédire. La devise l'est encore plus. C'est pire. On voit qu'on va avoir une croissance a priori relativement forte aux États-Unis, peut-être dès le Q2 et certainement sur le S2 aux États-Unis. Donc c'est un élément favorable au dollar. À côté de ça, on va avoir des déficits qui vont se creuser. On a un fiscal cliff qui va arriver en 2022, donc ce sont des éléments importants à tenir en compte. Mais effectivement, on voit de plus en plus de scénarios s'inverser. On avait des fins d'année 1,25, 1,30 et maintenant on revoit du 1,20, 1,15 dans les analyses. Nous, chez Richelieu, on est légèrement baissier, voire stable sur le dollar. C'est un peu notre scénario aujourd'hui sur le dollar. Bon, dollar, effectivement, qui a plutôt eu tendance à se raffermir depuis le début de l'année face à un ensemble de devises et notamment face à l'euro. Sur les marchés actions, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, Eric? Vous le disiez déjà d'un mot, mais on peut peut-être prolonger un peu la discussion. Les financières, c'est quelque chose que vous avez mis en place dans les portefeuilles dès l'annonce des vaccins et de l'efficacité des vaccins en fin d'année dernière, avec ce mouvement de taux qui commençait. On avait commencé un petit peu avant, parce qu'on était largement sous-pondéré, donc on avait commencé au mois de mai à mettre un orteil dans le secteur, un petit peu en septembre, mais on a vraiment accéléré au mois d'octobre. Aujourd'hui, on a à peu près 5-6% de plus de financières que notre indice, qui est le S&P, le stock 500 USA, mais qui est similaire au S&P. Donc on a fortement donc augmenté le poids, en favorisant par contre vraiment des banques exposées au crédit. Aux États-Unis, on en parlait, Capital One, qui est une banque qu'on aime bien, et aussi Santander Consumer USA, qui a une histoire aussi, dont Santander détient 80%, et il y aurait vraiment un intérêt pour eux d'aller chercher les 20% restants. Il y avait des problématiques liées à la Fed. Une a été levée récemment, donc pour Santander, de pouvoir intégrer complètement la banque dans son bilan au niveau de ses ratios serait un élément assez favorable. Donc, je pense que c'est quelque chose qui risque d'arriver avec le temps. Mais c'est intéressant. C'est pas les banques de Wall Street qui vous intéressent. C'est les banques on en a aussi. Ouais, je comprends, mais c'est quand même l'idée de l'activité réelle. Oui, l'activité réelle du consommateur. On joue cette ouverture et cette demande de crédit et surtout ces reprises de provisions de ces banques. Bon, au-delà du secteur financier, quels sont les dossiers concrètement qui vous intéressent pour jouer cette idée de la réouverture? Là aussi, on le signalait, mais les États-Unis vont peut-être rouvrir 2 mois plus tôt que prévu. Ce qui est quand même considérable. Enfin, je veux dire, une fois que l'économie américaine sera pleinement rouverte, alors avec des États effectivement qui géreront peut-être les situations de manière différente, ce sera quand même un paysage considérablement dégagé d'une certaine manière. Tout à fait. Donc le fonds que je gère a une poche cœur qui est basée sur les sociétés qui ont une capacité à croître le dividende dans le temps. Donc ça, c'est la poche cœur. Et ensuite, on est multithématique. Donc l'année dernière, effectivement, on était très digital, très changement de mode de consommation. Aujourd'hui, donc, on joue cette
pontification de la courbe, la réouverture de l'économie, donc via les financières, mais aussi via des sociétés qu'on avait entrées en portefeuille avec l'arrivée du vaccin, style Cineplex, qui est le Canadien comparable à Kinépolis, Oui. à l'exception qu'ils ne détiennent pas nécessairement les murs, sur lesquels on a eu des événements positifs. On a eu une renégociation des covenants, on a eu une émission obligataire qui s'est plutôt bien passée. Donc on anticipe cette réouverture du cinéma. Et même si on a la montée en puissance du streaming et tout ça, on pense qu'il y a quand même encore une volonté du consommateur de sortir, d'aller avoir l'expérience du cinéma sur grand écran. C'est un point clé, ça reste vrai. Ça. Les schémas de consommation de demain seront-ils encore identiques à ceux d'avant? J'ai en tête aussi ce que disait le patron d'AB InBev sur la bière. Rien à voir avec les cinémas, quoique, je ne sais pas, on peut peut-être consommer dans certains cinémas aux États-Unis de la bière, si je dis pas de bêtises. Et du vin même au Canada. Mais il disait, les buveurs de bière ont acheté leur bière en ligne et l'ont consommée à la maison. Et il est convaincu, le patron d'AB InBev, plus grand brasseur mondial, que une partie de ce schéma de consommation perdurera à l'avenir. Bien sûr que les modes de consommation vont éventuellement changer, mais on est sur des niveaux de valorisation sur des boîtes comme Cineplex, qu'aujourd'hui, quand on va avoir une réouverture, et vous parliez de consommation d'alcool, mais Cineplex a au Canada une offre un peu premium. Ce sont des cinémas qui sont réservés que aux adultes, où on a une offre de nourriture, on a une offre d'alcool, donc avec des marges plus importantes, bien entendu, sur toute cette partie qui vient en plus du ticket de cinéma. Et je pense qu'il y aura quand même une certaine demande. Peut-être qu'on ne retrouvera pas exactement les niveaux de demande qu'on avait dans le passé, mais il y aura un redémarrage de ces activités. On a aussi Marriott International et les chaînes d'hôtellerie qu'on a commencé à mettre dans les portefeuilles. Et là aussi, c'est la même idée. Peut-être que tout le business travel ne reviendra pas, mais il y aura quand même le tourisme et d'autres. Oui. Le business travel ne reviendra pas comme il était avant, mais une partie reviendra et les gens auront envie de voyager. On le voit, c'est de partager, de pouvoir voyager, voir autre chose, ça reste un besoin de l'être humain et ça redémarrera. Et quand on regarde les niveaux de valorisation aujourd'hui, c'est bien entendu intéressant. Ouais. Après, pour les infrastructures, parce qu'on en parlait, ce plan de relance, donc on a aussi un poids assez important sur Caterpillar, qui est bien exposé à cette thématique, surtout partout dans le monde. Hein. Et on a d'autres boîtes un peu plus spécifiques, style Avery Dennison, qu'on a. Et dans les matériaux, on a du Tronox, on a du Chemours, pour jouer aussi les matériaux, parce que ça fait partie de ce cycle économique. Bon. Et du coup, si on regarde en miroir la tech, les grandes valeurs tech américaines, là aussi, ça fait un moment que vous avez réduit les positions, vous êtes même sous-pondéré. Fortement. Fortement. Vous comptez rester sous-pondéré fortement pendant encore combien de temps, Eric ? Écoutez, aujourd'hui, dans les techs, on a plutôt des boîtes de la vieille tech. On a du Texas Instruments, on a du Intel, des boîtes un peu classiques. On n'a plus du tout de GAFAM ou de FANGs. Bien entendu, il faut regarder, votre collègue en parlait, Apple a sensiblement baissé depuis les points bas. On reviendra parce que structurellement, ce sont des tendances qui sont là pour le long terme. Moi, je surveille parce que moins sur les FANGs, mais sur les boîtes de tech à forte croissance, les plus petites, on va avoir, qui ont vraiment bénéficié de ces éléments de digitalisation, du work from home. On va avoir des comparables assez compliqués sur le Q1 et sur le Q2, où on a vraiment vu cette forte accélération. Je regarde, bien entendu, je cherche des points d'entrée pour réduire un petit peu la sous-pondération, mais ça risque de venir plutôt en amont du Q2 ou dans le Q3. Mais c'est peut-être la fin d'un super cycle pour les grandes GAFAM. L'idée qu'elles vont reproduire autant de performances et de poids dans la performance totale du marché américain que ce qu'elles n'ont fait ces dernières années, c'est compliqué à imaginer aujourd'hui. Je pense qu'il faudra être sélectif dans sa sélection. Après, Apple, je n'en ai plus, j'en ai eu longtemps, j'en en ai plus, ça reste quand même une très belle boîte. Je lisais une note très intéressante par rapport au marché automobile et Apple récemment d'un de nos partenaires de recherche américains. Il y a un marché adressable important. Il faudra voir comment on ne peut pas ignorer et dire qu'on va complètement sortir. Il faut s'adapter, le marché évolue tous les jours. Aujourd'hui, on n'en a pas. Je ne pense pas qu'on en aura dans les semaines à venir, mais il faudra évoluer et suivre, et il y a toujours des nouvelles histoires. On est toujours dans un marché d'innovation, donc il faut vivre avec l'évolution de notre marché, et notre poche multithématique nous permet vraiment d'aller sur tous ces sujets. Merci beaucoup, Eric. Merci d'être venu nous voir à la mi-journée dans Smart Bourse aujourd'hui. Eric Lafrenière, gérant action américain, gérant action US chez Richelieu Gestion. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.